Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent d'Ukraine, des États-Unis, d'Argentine, d'Allemagne et d'Islande. Des regards extérieurs qui sont précieux pour nous aider à nous faire sortir un peu de notre prisme franco-français. En France, Sébastien Lecornu prend acte d'un compromis budgétaire impossible à trouver entre parlementaires, un blocage budgétaire, alors qu'au-delà de nos frontières, le monde se brutalise, se fragmente, mais se réinvente aussi. On va faire le point ensemble sur la situation au Groenland, sur la manière dont l'Europe se réarme, sur l'hiver très froid qui est en train de s'abattre en Ukraine. On essaiera de comprendre ensemble les conséquences de la fureur de Donald Trump sur les nouvelles alliances un peu partout autour du monde. Les experts sans frontières, c'est parti, mais avant le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. C'est votre programme hebdomadaire qui nous aide à sortir de notre prisme franco-français. C'est chaque semaine des regards extérieurs. Tous mes invités sont étrangers ou ont la double nationalité. Des regards avec souvent des benchmarks qui sont très utiles, surtout par les temps qui courent. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Luisa Corradini, argentine et correspondante en France du quotidien argentin La Nation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Luisa. Hélène Kuntz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Bienvenue. Merci. Violeta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine, qui a créé aussi une fintech très active avec la diaspora ukrainienne. Bienvenue, Violeta. Bonsoir. Niklas Zaboji, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris. Bonjour. Bienvenue. Et puis nous serons aussi en direct de Reykjavik avec notre consultant français qui vit là-bas depuis pas mal d'années, juste en face du Groenland. C'est un spécialiste des pays nordiques. C'est Damien Degeorges. Bienvenue, Damien. Pour commencer, juste un tour de table rapide, parce que c'est vrai que ce début d'année est totalement sidérant, spectaculaire. Sur cette semaine, on a un massacre sans précédent peut-être qui est en train de se passer sous nos yeux. J'allais dire sous nos yeux, non, les communications sont totalement bloquées en Iran. On a Trump qui veut coûte que coûte mettre la main sur le Groenland, ce qui confirme encore plus l'émergence de nouveaux empires hémisphériques. Et puis on a l'Ukraine, dont on parle peut-être un peu moins, mais dont le conflit dure et avec un froid intense qui s'abat en ce moment sur le front ukrainien. Violeta Moscalou, voilà, c'est une accélération de la géopolitique comme on a rarement vu. Votre sentiment au début d'année ? Ça rassure absolument pas, parce que si encore en fin de 2025 on était plutôt focalisé sur la Russie, maintenant on voit que les conflits s'embrasent en fait, et qu'effectivement les velléités très prédatrices en fait de Donald Trump sont extrêmement inquiétantes. Vous avez mentionné l'Ukraine, je veux juste dire qu'en ce moment même il fait moins 15 depuis une dizaine de jours à Kiev, ils bombardent toutes les infrastructures, les gens ils ont sans courant, sans eau, sans chauffage, sans connexion internet et tout ça. Et la météo, malheureusement, annonce encore une dizaine de jours jusqu'à moins 20 degrés. Et nous, on attend quoi, en fait ? On regarde et on laisse Poutine bombarder. C'est un génocide qui se passe sous nos yeux aussi. Vous avez mentionné l'Iran. C'est plus qu'inquiétant. On va en reparler tout à l'heure, et on écoutera justement Vladimir Zelensky qui a déclaré l'état d'urgence énergétique. Hélène Kuntz. Alors, il y a cette accélération de la violence que vous mentionnez qui est vraiment propulsée par Donald Trump à l'étranger, mais aussi aux États-Unis sur les citoyens américains. Ouais, on a vu ça notamment, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut arrêter ou stopper Trump ? On voit qu'il y a notamment cette police de l'immigration, la police ICE, qui fracture, divise la société américaine. Vous nous expliquerez si c'est des phénomènes isolés ou si ça peut irriguer au sein de la société. Luisa. Je crois que c'est, pour nous, les journalistes, c'est une situation absolument frustrante parce qu'on essaye, on fait des efforts pour pouvoir comprendre et expliquer, et c'est impossible d'expliquer. Comme vous le disiez, l'actualité s'est accélérée d'une manière tellement effarante et tellement incroyable que parfois on se trouve complètement démuni devant le besoin d'expliquer ou d'interpréter la réalité. Niklas. Oui, c'est tout à fait compliqué de donner des réponses à ce qui se passe. Je veux juste souligner que les bourses, ces derniers jours, ont été en forte croissance ou même ont attendu des records. Donc c'est de plus en plus compliqué d'expliquer pour des journalistes, pour les médias, ce qui se passe dans ce monde et d'expliquer comment cette année va se passer.
J'aimerais qu'on commence cette émission pour essayer de comprendre quand même ensemble, d'avoir quelques clés d'explication sur ce qu'il se passe au Groenland. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et il faut l'écouter maintenant sérieusement, c'est ce que dit Donald Trump, qui lui veut le Groenland coûte que coûte. Il en va même à faire des références historiques qui datent d'il y a plusieurs siècles. Écoutez Donald Trump. Je suis aussi un grand admirateur du Danemark, mais vous savez, le fait qu'un de leurs bateaux ait accosté là-bas il y a 500 ans ne signifie pas qu'il possède le territoire. Nous avons aussi eu beaucoup de bateaux qui y sont allés, mais nous en avons besoin, car si vous regardez autour du Groenland en ce moment, il y a des destroyers russes, des destroyers chinois, et même plus gros, il y a des sous-marins russes partout. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland. Donc nous allons faire quelque chose concernant le Groenland, que ce soit par la voie Pacifique ou par la voie plus difficile. On file tout de suite à Reykjavik, retrouver Damien Degeorges, notre expert qui est français de l'étranger, qui vit là-bas depuis maintenant plus de 20 ans, grand spécialiste des pays nordiques. Damien Degeorges, vous vivez en Islande, pas très très loin non plus du Groenland, vous suivez minute par minute ce qui se passe là-bas. Déjà, quand on voit ce bruit de bottes qui monte sur place, comment est-ce qu'on réagit au Groenland et en Islande au moment où je vous parle ? Alors évidemment, la tension monte dans cette région du Nord, au Danemark, au Groenland, en Islande. Mais il y a des bonnes nouvelles, je dirais, ces dernières heures. Déjà, vous avez mentionné plutôt la visite de sénateurs américains au Danemark. Et on peut aussi noter à la fois la semaine prochaine le sommet de Davos en Suisse où Trump se rendra et où, dit-on, les patrons américains pourraient faire comprendre à Trump qu'il est temps de parler d'autre chose que du Groenland. Et puis aussi, là, vous avez peut-être entendu parler de Donald Trump qui évoque des droits de douane face aux pays qui ne seraient pas d'accord avec lui sur le Groenland. Alors, ça veut dire, en effet boomerang, que l'économie américaine risque de mal se porter et donc le monde de la finance va regarder ça de près. Et peut-être que c'est là où Donald Trump finira par céder sur cette histoire du Groenland. J'aimerais bien faire réagir peut-être Elaine Kuntz là-dessus, qui est américaine, spécialiste des États-Unis, professeure à l'INSEC Paris. Est-ce qu'effectivement, ça peut être si Goldman Sachs, si Jamie Dimon et ses amis de la finance disent à Donald Trump « Maintenant, tu t'arrêtes, on ne te suit pas, ça va trop loin », est-ce que c'est suffisant pour stopper l'ambition hémisphérique de Donald Trump dans l'Arctique? Je ne pense pas que malheureusement Donald Trump est à ce point à l'écoute. Même cette semaine, ça se sait peut-être peu à l'étranger, mais il tente un procès au chairman de la Fed, si vous voulez, pour le mettre en prison parce qu'il refuse de baisser les taux d'intérêt. C'est potentiellement un vrai procès. Donc ça aussi, c'est très problématique pour Wall Street. Tout de même, il maintient cette menace. Alors, les États-Unis, on a une base militaire déjà au Groenland. À Pitufik. Oui, donc c'est au-delà d'un problème purement militaire. J'entends qu'il y a des manœuvres des géants de la tech qui ont envie de ces minéraux, etc. Mais les hostilités, vous voyez encore une fois, sont unilatérales et idéologiques. Il y a forcément moyen de s'entendre avec le Groenland, il ne veut pas. Vous avez raison de rappeler qu'il y a aussi des géants de la tech, il y a aussi tous ceux qu'on appelle les techno-césaristes, les techno-libertariens qui ont beaucoup soutenu Daniel Trump et qui peut-être aussi ont envie de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement à travers ces terres rares qu'il y a dans les sous-sols groenlandais. On refile à Reykjavik, Damien Degeorges, je crois quand je vous demandais un peu l'ambiance sur place, l'ambassade des États-Unis au Danemark a lancé un message d'alerte à ses ressortissants au Groenland avec des manifestations qui devraient avoir lieu demain, là, ce week-end, à Nuuk. Oui, alors il y aura sans doute plein de drapeaux groenlandais. Il faut savoir que le drapeau groenlandais est très demandé actuellement au Danemark, notamment par des entreprises. Une nouvelle d'aujourd'hui, une entreprise a vu ses ventes passer de quelques pourcents à 90% ces derniers jours pour le drapeau groenlandais. Donc je pense que s'il y a des fabricants de drapeaux en France qui nous écoutent, investissez sur le marché danois avec des drapeaux groenlandais, vous connaîtrez une forte croissance.
On parlait de l'enjeu des ressources, des ressources énergétiques et de ces terres rares. J'aimerais vous faire écouter le Premier ministre groenlandais. C'était pour la première fois un Premier ministre groenlandais venait s'exprimer directement devant des députés européens au Parlement européen. C'était en octobre dernier. C'était donc Jens Friedrich Nielsen qui venait parler justement, vanter devant l'Europe la richesse de ses sous-sols. Écoutez-le. Notre secteur minier émergent est sur le point de devenir un acteur clé dans la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Le Groenland possède 24 des 34 minéraux critiques identifiés par l'Union européenne. Voilà, Violeta Moscalou, 24 des 34 minéraux critiques identifiés par l'Union européenne. Voilà, c'est aussi un signal. Alors ça, c'était au mois d'octobre, avant que Donald Trump passe un peu à l'action. Mais ça peut peut-être nous montrer, ça laisse présager peut-être un état d'esprit du Groenland qui, malgré un passé un peu traumatisant avec le Danemark, serait plus enclin à se tourner vers l'Europe. Voilà. Mais on voit qu'effectivement la problématique des ressources rares, elle est au cœur aujourd'hui de tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Et Donald Trump, même quand il a essayé de négocier la paix en Ukraine, il voulait un deal sur les ressources rares. En fait, c'est tout ce qui l'intéressait. Donc, à mon avis, la question qu'il faut se poser, c'est au niveau européen, on a besoin d'une doctrine européenne arctique, en fait, et une position claire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et par rapport à la tech, en fait, effectivement, donc parce que toutes ces ressources, elles sont importantes. Pourquoi? Pour que la tech américaine puisse continuer la domination sur le monde, en fait. Donc là, on a un double enjeu. Pourquoi on les laisse faire? Comment est-ce qu'on peut réguler? Parce que cette tech américaine nous amène quand même des dangers énormes sur nos systèmes, sur nos institutions démocratiques, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça, on voit qu'effectivement, il n'y a pas de régulation à minima. Et en fait, ils sont en train de nous impulser la polarisation des sociétés, la haine et les gens qui perdent confiance dans nos institutions et qui partent chercher voter à les extrêmes, en fait, tout ça. Donc, c'est vraiment la question, à mon avis, qui est cruciale sur la décennie qui va se suivre. Et l'Europe ne peut pas rester important passive. sur la tech, pour l'Europe, très important sur la tech, mais aussi pour l'industrie de défense. Exactement, effectivement. Louisa Corradini, c'est vrai que voilà, il y a toujours une conquête énergétique derrière les velléités territoriales. Et on l'a vu aussi en Amérique du Sud avec le Venezuela. Ce n'était pas qu'une question de narcotrafic, mais bien sûr de pétrole. Bien sûr, le narcotrafic a été tout simplement une excuse. On a parlé sur ces plateaux déjà. Le Venezuela n'était pas vraiment le point central du trafic de drogue vers les États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que, ce qui est plus dangereux en revenant au Groenland, c'est que Trump a décidé d'envoyer Vance, son vice-président. Et si bien Trump, moi, je le soupçonne d'avoir un rêve délirant, d'avoir un pays plus grand que la Chine est plus grand que la Russie, et donc j'aurai le Groenland, j'aurai aussi le Canada, j'aurai aussi etc., etc. Ça, c'est Trump. Mais Vance, lui, il a été formé et il appartient au groupe ces géants de la tech, et surtout ce groupe de transhumanistes délirants qui considèrent que le monde doit être gouverné par les riches, parce qu'autrement ça va pas, et ça c'est beaucoup plus dangereux. Et je vous signale que c'est Vance qui a reçu une délégation danoise et groenlandaise qui devait aller dans le bureau ovale mercredi dernier, qui s'est retrouvé à un rendez-vous face à face avec Vance. Et en fait, il a remplacé Rubio. Au début, c'était le secrétaire d'État américain Rubio qui devait s'occuper de ces dossiers. Et tout d'un coup, en 24 heures, on voit Trump débarquer et s'occuper de ça. Lui, il est beaucoup plus dur, plus idéologique et beaucoup plus dangereux. J'ai découvert aussi cette année que J.D. Vance avait des relais idéologiques très puissants en Europe, notamment via la Hongrie, avec des personnalités que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous les connaissez, Hélène Kutz. Il y a par exemple un Rod Dreher, qui est journaliste intellectuel, qui lui est une tête de pont intellectuelle pour Vance en Hongrie, en charge de diffuser le Trumpisme, mais version hardcore. C'est vraiment voilà. Ce sont des personnes aussi de Fox News, qui étaient dans ce groupe, qui ont introduit Vance. Donc, c'est un peu l'antenne de Fox.
pour l'instant. D'accord. On a dit que voilà, il y a un bruit de bottes qui monte en ce moment au Groenland. 15 chasseurs alpins qui sont arrivés français qui sont arrivés mercredi dernier. C'est des petits effectifs, mais la symbolique est extrêmement forte. Il y a aussi l'Allemagne, hein, Niklas, qui est mobilisée, qui envoie. D'ailleurs, je n'ai pas regardé exactement le nombre d'hommes ou exactement quelle était la présence exacte de l'Allemagne dans cette mission européenne qui est en cours au Groenland. Comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui en Allemagne, notamment par l'opinion publique allemande, ce qui se passe au Groenland ? Oui, c'est tout à fait pareil comme en France. On peut le qualifier comme grande folie, c'est dangereux ce qui se passe, ça c'est clair, mais je pense que la question principale, c'est plutôt ce qui a été évoqué, c'est la nécessité pour l'Europe de trouver des réponses, une stratégie dans ce monde qui a changé profondément. Pour citer un ancien ministre français, Bruno Le Maire, il a souligné que c'est le monde, le monde qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale qui est à jeu. Et c'est alors Fight Club qu'on retrouve aujourd'hui avec Trump, Poutine et Xi Jinping. Et c'est là où l'Europe doit trouver des solutions pour réagir, pour s'adapter. Parce qu'une chose est très claire, bien sûr, on peut se solidariser avec le Groenland. Maintenant, on peut dire, oui, bien sûr, on va essayer de négocier, mais en tout cas, dans un scénario extrême, on ne peut pas empêcher les Américains d'y aller. C'est impossible. Ouais. J'ai lu dans la presse allemande que cette position très dure et ces velléités territoriales de Trump sur le Groenland était quelque chose qui pouvait fragiliser un petit peu ou mettait dans une position assez inconfortable l'AfD en Allemagne, le parti d'extrême droite qui a noué des liens, hein, notamment avec Trump. Voilà. Oui et non. Oui et par non. répercussion, avec une opinion publique allemande qui ne serait pas forcément pour. Oui, non. Mais en tout cas, c'est un peu comme ici avec les RN. Hein. C'est parfois un peu difficile de trouver la cohérence dans le programme de l'AfD. On verra. Il y aura 5 élections fédérales, 5 élections dans les Länder en Allemagne cette année. Là. Mais l'AfD est beaucoup plus au niveau de provocation. Hein. Alors, ce ne sont pas des idées très, très, très cohérentes et très claires. En tout cas, voilà, ce qui se passe derrière, j'allais dire, le Groenland est presque là, même si c'est devenu un des épicentres de la géopolitique mondiale, c'est un exemple de plus qui montre qu'on est dans un monde qui est en train de se réarmer de manière assez spectaculaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est déplacé mercredi dernier, c'était à Istres, pour faire ses vœux aux armées. Et j'aimerais bien qu'on l'écoute. Il a mis une grosse pression sur les industriels de la défense. Soyons francs avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en économie de guerre à proprement parler? La réponse est non. Parce que si nous étions en guerre, j'ose espérer que nous ne produirions pas ainsi. Et je regarde ce que les Ukrainiens ont su faire, ils ont fait autrement. On ne nous attend pas. Et je vous le dis, quand on a des délais qui sont de 5-7 ans pour des capacités nouvelles, c'est clair et net. On est en train de se faire sortir du marché. J'ai besoin d'une industrie de défense qui s'adapte davantage, qui ne considère plus que les armées françaises sont des clients captifs, parce que nous irons peut-être chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces. Louisa, votre réaction quand vous entendez le président de la République faire ce constat d'un monde qui de toute façon se réarme à vitesse grand V, et il faut faire tourner les usines, se réarmer. On sait que c'est pareil. Il n'arrête pas de le dire. Et c'est pareil en Russie, c'est pareil aux États-Unis. Mais oui, bien sûr. Et le président a raison de le dire, et il le dit depuis très longtemps. Simplement, de façon légitime, le président français a l'espoir de remplacer, que l'industrie française de l'armement remplace les Américains en Europe. En ce moment, il considère que c'est vrai, que c'est une opportunité pour la France et que ce serait fabuleux pour son économie. Ça, c'est légitime. Mais c'est vrai aussi que je ne suis pas une spécialiste et probablement les industriels ont d'autres raisons. Mais c'est vrai aussi que les industriels français attendent toujours les commandes de l'État. Et donc maintenant ils disent oui, mais bon, le budget n'a pas été voté et donc nous on ne reçoit pas l'argent et c'est pour ça qu'on ne peut pas produire davantage. Je ne sais pas quelle est la raison profonde, mais c'est vrai aussi que
tous les autres pays européens ont commencé à vendre leurs armements, et que la France est restée un peu en retrait. Ça, c'est évident, et c'est dommage, parce que la France a une histoire et a une capacité militaire de production de l'armement absolument remarquable. Prenons le Rafale, par exemple. Oui, en Allemagne, j'imagine que, Nicolas, que les industriels allemands ne se font pas engueuler comme c'est le cas en France. On voit là avec Emmanuel Macron qui met un énorme coup de pression à nos industriels qui produisent pas assez vite, etc. En Allemagne, j'ai l'impression que là, bon, il y a une cadence hyper soutenue, une organisation, une cohésion, et ça délivre. Oui, mais parce qu'il y a l'argent maintenant. C'est ça la différence. Ah, c'est ça. Ça a été souligné. Alors ici, avec l'incertitude budgétaire, c'est vraiment le cauchemar des industriels. Ils peuvent pas savoir, parfois ils savent pas ce qui se passe d'ici 2 ans. Alors c'est vraiment à cause de ça. C'est ça la différence. Il y a aussi la problématique de financement, parce qu'en fait, même si ces industriels français voulaient aller chercher des financements dans le privé, allez-y aujourd'hui dans le système financier actuel pour financer tout ce qui touche de près ou de loin à la guerre, en fait. Ne serait-ce que par exemple, je reviens. Alors là-dessus, j'ai l'impression que dans les fonds, ça s'est désacralisé la défense ces derniers... Un petit peu, mais c'est quand même pas aussi vite, en fait, parce que pour les industriels, ils ont besoin d'une visibilité, notamment de pouvoir financer. Parce que moi, je sais, du point de vue de l'industrie des drones, en fait, donc il y a quelques entreprises ukrainiennes qui ont déjà bien progressé du point de vue technologique et tout ça, et quand ils essayent de s'adresser, de trouver des fonds pour trouver des financements et tout ça, ils disent, en Europe, c'est très compliqué, parce qu'il y a cette appréhension, on touche pas à la guerre parce que derrière, enfin tout ce qui est armement, industrie militaire, parce que derrière il y a tout un tas de régulations et tout ça, et pas n'importe qui peut se permettre je me trompe peut-être, Violetta, mais là j'ai l'impression que vous parlez d'une époque très récente où en haut de la pile c'était la planète, la lutte contre le réchauffement climatique, non, il y a les valeurs green. Il y a le côté de la guerre, en fait. Pour vous dire, par exemple, les institutions financières européennes ont peur de l'Ukraine et de la guerre et des territoires qui sont occupés. Et par exemple, les Ukrainiens en Europe aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est une galère, ne serait-ce que pour ouvrir des comptes dans une banque classique en France ou par ailleurs, parce que l'Ukraine est considérée comme high risk, parce qu'il y a le régulateur qui met comme ça qui plaque en fait un certain nombre de rejets, et ça pourrit la vie en fait à des entrepreneurs, à des étudiants, à des réfugiés et tout ça. Et donc ça s'empire en fait encore une fois du point de vue, et je pense qu'il faut questionner quand même le régulateur au niveau européen pour dire là c'est des questions d'enjeux de survie extrêmement importantes en fait, les enjeux de la défense, et à mon avis il y a encore des points de blocage quand même sur ce point. On va continuer à en parler, on va parler un peu de quelle est la menace réelle de Poutine et de la Chine, notamment dans cette région arctique. On va bien sûr filer aussi en Ukraine pour faire un point de situation là-bas. On va reparler encore de ces grands empires qui émergent. Puis j'aimerais bien aussi avoir votre point de vue sur, on parlait du budget qui a été bloqué et qui a des incidences sur le secteur de la défense en France. Justement, Sébastien Lecornu doit s'adresser là dans les secondes qui viennent pour faire un bilan des négociations avec aucun compromis qui a été trouvé entre parlementaires. Votre regard extérieur m'intéresse sur notre feuilleton budgétaire. On marque une courte pause, à tout de suite. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Louisa Corradini, correspondante en France du quotidien argentin La Nation, Hélène Kuntz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris, Violetta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine, Niklas Zaboji, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et puis Damien Degeorges qui est avec nous depuis Reykjavik, consultant spécialiste des pays nordiques. Très rapidement, Damien, dans l'Arctique, Donald Trump, son principal argument pour dire qu'il veut prendre contrôle du Groenland, c'est de dire qu'il y a une menace chinoise et russe qui est réelle. Cette menace, elle est réelle ou pas, vous qui vivez dans cette région ? Alors, ce que dit Donald Trump est de la désinformation. Accessoirement, donc là on parle du Groenland uniquement. Accessoirement, c'est un certain Donald Trump qui, durant son premier mandat, a fait s'évaporer la menace chinoise au Groenland. La situation actuelle inquiète les Russes. Et vous avez aussi vu les Chinois commenter à ce sujet. Non, très clairement, on voit aussi en Islande
Alors, celui que Donald Trump avait voulu nommer, a nommé comme ambassadeur des États-Unis en Islande, qui n'a pas encore été confirmé par le Sénat américain, et puis reste à voir si les Islandais l'accepteront à la fin, il est quand même... il a fait une sortie récemment, une blague, paraît-il, en disant qu'il finirait gouverneur du 52e État. C'est pas drôle du tout. Finalement, il s'est excusé. Ouais. Bon, incroyable. En tout cas, derrière ce qui est en train de se passer, on voit ce schisme entre la partie européenne des alliés de l'OTAN et les États-Unis. Là-dessus, j'aimerais bien vous entendre aussi, Nicolas, parce que c'est vrai que bon, on le répète régulièrement, mais il faut voir que cette relation transatlantique, elle est aussi très forte en Allemagne, quoi. Peut-être encore plus que chez nous en France. Clairement. Ce n'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une alliance, j'allais dire, culturelle et sécuritaire qui est très forte et auquel tiennent les Américains et les Allemands. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour des raisons historiques qui sont connues. C'est grâce aux Américains qu'on a perdu, entre guillemets, on a clairement perdu cette guerre. Et après, oui, c'est même pas juste un partenariat stratégique, c'est même une dépendance. Hein. Alors là où la France a une indépendance avec des systèmes de défense indépendants, l'Allemagne dépend fortement de l'Amérique et des Américains. Et c'est pour ça que ça rend la chose très difficile pour les Allemands maintenant de s'exprimer clairement, de vraiment dire ce qui se passe devant nos yeux. C'est très clair. Mais ouais. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un effet de sidération? Parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, il suffit d'écouter... ne serait-ce que le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich il y a un an, il annonçait la couleur. Hein. Il disait, le parapluie américain, c'est terminé. Oui, oui. Et si vous avez bien entendu en France les déclarations de notre chancelier Merz, mais c'est Merz, oui. Mais l'Allemagne est un État fédéral, et il a une coalition, et il a aussi des ministères, il a la défense, la partie, le ministère de la Défense, des dépendances, des industries, etc. Tout ça. Donc l'Allemagne a toujours essayé de faire un peu en même temps. Hein. Être pro-européen, être franco-allemand, mais être aussi très pro-américain. Et maintenant, c'est vraiment la grande question peut-être de cette année. Oui. Ce qui se passe, est-ce que l'Allemagne est prête à changer profondément les relations avec les Américains? À ce stade, ce n'est pas encore clair. Ah, d'accord. Donc, il y a même un sujet j'allais dire, d'entente ou de coordination en Europe sur le degré, sur est-ce qu'il faut dissoudre ou pas la relation transatlantique. Hein. Oui. Ouais. Sachant que c'était chez vous, je crois, le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil qui disait cette semaine dans une interview que la relation était en train de se dissoudre, le lien entre les Allemands et les Américains. Violeta Moscalou, est-ce que cette approche prédatrice de recolonisation, alors ça c'est un nouveau terme qu'on entend émerger, de vassalisation heureuse, où on fonctionne par bloc avec Donald Trump, shérif de son hémisphère, est-ce que ce récit-là, c'est quelque chose qui ne risque pas, ou qui a déjà pas commencé à donner du grain à moudre à Vladimir Poutine, mais Donald Trump, avec cet esprit de je te laisse tranquille dans ton hémisphère, tu me laisses tranquille en Europe. Mais Donald Trump, il se veut shérif en Europe aussi, en fait. Hein. Donc, c'est pas seulement que son hémisphère. Et je pense qu'il faut quand même être super lucide sur le fait que c'est l'Europe qui est en danger, parce que de part et d'autre, vous avez mentionné Poutine et Trump, les deux détestent l'Union européenne, en fait, et l'Europe en tant qu'idéologique philosophie des Lumières, et que la seule puissance, par exemple, capable d'imposer quelques lois au même roi de la tech qu'on a cité tout à l'heure, la GDPR, en fait, toute la régulation qui protège un petit peu les consommateurs, c'était en Europe ça a été impulsé. Il faut quand même chercher et réfléchir, en fait, et on est capable de essayer de réfléchir un peu autrement à comment réguler ce capitalisme sans vergogne, en fait, qui serait à outrance, en fait, du côté des Américains, et ce capitalisme kleptocrate, en fait, c'est ce système où ils sont en train de spolier les richesses en Russie,
Russie et donc la population russe qui vit dans la misère. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement de soldats qui vont faire la guerre, en fait, parce que c'est leur seule façon de essayer d'avoir 3 sous pour leur famille. Et en fait, l'Europe, elle est détestée de part et d'autre. Et donc, nous sommes ici en danger. Et c'est pour ça que c'est notre rôle à chaque fois de sensibiliser aussi la société en France, les citoyens. C'est que la France n'est pas à l'abri et l'Europe n'est pas à l'abri. C'est que si on ne se renforce pas, et c'est un temps de crise comme ça historique où il faut un sursaut de conscience et de courage politique. Et le Kremlin et la Maison-Blanche, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de dézinguer l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent venir faire du business ici, parce que c'est un marché énorme, c'est 1/5 quand même de marché mondial, en fait. Et donc, toute la tech et tout ça, avec un pouvoir d'achat quand même très important, beaucoup plus important que sur le continent africain ou que sur le continent asiatique. Mais ils veulent venir nous imposer comme ça un capitalisme sans vergogne, sans foi ni loi, et que personne n'ose leur dire. Et un pays indépendant, chaque pays de l'Union européenne, tout seul ne pèse rien. Si nous, en Europe, 20% de l'économie mondiale, 1/5, et on a du mal à imposer notre voix, chaque pays indépendant ne pèsera rien. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent en aidant les camps extrêmes, en fait. Vous avez cité en Allemagne, en fait, en France, enfin, ou dans d'autres pays, parce que c'est leurs alliés pour dézinguer l'Union européenne. Et comme ça, imposer l'approche du droit international qui est remplacée par la loi de la jungle, et on fait du business sans foi ni loi. Et il faut se mobiliser pour se protéger, pour survivre. Hélène Kunz, comment réagit l'opinion publique américaine face à cette situation ? On en parlait tout à l'heure au studio avec Louisa. Parfois, il y a des situations qui paraissent tellement sidérante que notre cerveau a du mal à intégrer ce qu'on est en train de dire ou d'écrire. Et il y a là, trop de choses. L'État est en train de nous expliquer et d'argumenter que finalement, Poutine et Trump sont unis contre l'Europe. Bon, ah oui, mais elle n'a pas tort, parce que moi-même, par exemple, je déplore la désolidarisation, le comportement déloyal des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. C'est incompréhensible, ce n'était pas du tout dans les promesses de campagne, c'est mal compris par les citoyens américains aujourd'hui très, très préoccupés par leur propre situation. Quand on parlait tout à l'heure de ICE, il faut savoir que cette milice fédérale aux États-Unis, ils tuent maintenant en plein jour des citoyens américains, des passeports américains. C'est pas à ce point une chasse aux immigrés, si vous voulez. C'est quand même des personnes qui osent manifester et qui osent parler. Donc, on est très, très vite sur une autocratie qui s'installe et on est très préoccupé même par la capacité à soutenir des élections d'ici à 10 mois pour potentiellement renouveler le Congrès. Est-ce que les affaires intérieures peuvent être à même de stopper Donald Trump ? Est-ce que finalement, un mécontentement, une grogne sociale autour de ICE, par exemple, ou des bavures de ICE couplées au dossier Epstein avec des futures révélations à venir, ou est-ce que maintenant Donald Trump, ça y est, là, il est en haute altitude et il plane au-dessus de tout ça et rien ne pourra l'arrêter? Alors, le problème, c'est qu'il y a une criminalité chez Donald Trump qui fait qu'il est extrêmement difficile, voire impossible à le décrédibiliser, parce qu'il est lui-même criminel condamné, il a eu plein d'affaires qui ont été avérées vraies, et par exemple, sur la séquence de Venezuela, ce qui était le plus important pour lui, c'était passer outre les lois. Il a le Congrès, il a le Sénat, il aurait pu faire ce qu'il a fait avec l'aval des institutions aux États-Unis, sauf que c'était plus important pour lui de faire sans l'aval de qui que ce soit. Donc, c'est vraiment déplorable et on est sur chose qu'on n'a jamais vue, avec une opposition qui est inaudible aussi. Et dans le même temps, on le disait au début de l'émission, mais malheureusement, c'est aussi une accélération des crises qui s'empilent et de la géopolitique qui fait que les projecteurs sont un peu moins, voire beaucoup moins braqués sur l'Ukraine, alors qu'on a un froid énorme qui est en train de s'abattre sur le front ukrainien et même sur tout le pays. Là-dessus, j'aimerais vous faire écouter Volodymyr Zelensky qui, à ce sujet, déclarait il y a quelques jours l'état d'urgence énergétique. Denis Shmyhal a été nommé vice-premier ministre et ministre de l'énergie de l'Ukraine. Sa mission principale est de faire face à la situation d'urgence qui touche actuellement le secteur de l'énergie en raison des frappes russes et des conditions hivernales rigoureuses.
L'état d'urgence dans le secteur de l'énergie sera mis en œuvre légalement, ce qui offrira davantage d'options. Le cabinet des ministres de l'Ukraine rationalisera au maximum tout ce qui concerne le raccordement des équipements énergétiques de secours au réseau. Un hiver ultra rigoureux couplé à des frappes ciblées sur des infrastructures énergétiques critiques. Comment est-ce qu'on essaye de parer ça aujourd'hui en Ukraine, Violeta Moskalo? Frappe ciblée et intensifiée, parce qu'il faut quand même être conscient qu'ils utilisent le froid pour espérer essayer de faire plier la nation ukrainienne et faire croire que ils vont dire oui, allez-y, on va devenir comme la Biélorussie, un pays vassalisé qui est sur papier souverain, mais dont tout se décide à Moscou, sauf que les Ukrainiens sont absolument pas dans cet état d'esprit. Maintenant, c'est extrêmement compliqué. Il faut comprendre que les chaînes de supermarchés en Ukraine, à Kiev, sont en train de fermer parce qu'ils ne peuvent plus rester. Les générateurs ne suffisent pas. Il n'y a pas de quoi faire tourner, en fait. Il n'y a pas assez d'énergie et tout ça. Donc, les gens ont envoyé des photos. La première fois, en fait, ont envoyé des photos, des vidéos avec des rangées vides, en fait, dans les supermarchés. Des chaînes d'alimentation rapide, par exemple, qui sont aussi obligées de fermer. On voyait, du coup, des immeubles avec la tuyauterie explosée à cause du froid, en fait. Donc, du coup, de l'eau qui montait même dans les étages et tout ça. Donc, il y a de la destruction vraiment extrêmement forte. Et le maire de la ville de Kiev qui a demandé aux gens qui peuvent quitter pour quelque temps Kiev parce que les froids qui sont annoncés de la météo encore jusqu'à dimanche dans 10 jours, on annonce encore moins 20 degrés en fait. Donc là, ça fait déjà une dizaine de jours. C'est une catastrophe. Et à mon avis, on n'est pas loin de voir la ville de Kiev en train d'évacuer en fait. Donc il faut qu'on s'attende aussi, nous en Europe, à ce qu'il puisse encore avoir des afflux des personnes déplacées par la force de froid et tout. C'est juste atroce de voir qu'on ne fait rien pour arrêter Poutine, en fait. Ouais. Et on en parlait aussi régulièrement depuis le début de l'année dans les Experts sans frontières. J'essaye d'en parler au maximum, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de risque terrible de banalisation de la guerre, où quand on a le même récit qui se répète au jour le jour, on se dit c'est le même récit, et puis finalement les gens s'habituent, quoi. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Vous qui êtes correspondante pour le grand quotidien argentin La Nation, comment vous faites pour entretenir ce récit ukrainien? Il faut désespérément chercher des angles qui puissent éveiller l'intérêt du public. C'est vrai que plus loin de l'Europe on se trouve, et plus cette réalité affreuse s'est dilue complètement et on s'occupe d'autre chose. Mais je voudrais, si vous le permettez, Mathieu, revenir sur la relation Trump-Poutine. Vous savez, moi, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment d'accord. Quand vous voyez les développements des derniers jours, regardez qu'est-ce qui se passe avec tous les alliés de Poutine. Poutine est en train d'abandonner tous ses alliés, la Syrie, le Venezuela, l'Iran, etc., etc. Et un empire. C'est-à-dire que Trump l'affaiblit sur la scène internationale. C'est d'être seul au monde. Et donc, je crois qu'il y a une stratégie de la part des États-Unis aussi pour isoler les ambitions impérialistes de Poutine. Et je crois qu'il sera vraiment perdant si Trump et son équipe réussit cette idée de nouveau impérialisme et de nouveau colonialisme, parce que vous le voyez dans l'article, ils disent « je ne veux pas de Russes près de nos frontières ». Donc les discours ont légèrement changé. Je crois que Poutine, en ce moment, est en train de le penser sérieusement, cette relation privilégiée qu'il a avec Trump. Peut-être c'est pas Trump qui veut abandonner Poutine, mais c'est probable que son équipe ait déjà décidé qu'il va falloir l'isoler pour être un seul empire et avoir le pouvoir sur le monde. Niklas, peut-être rapidement, mais le sujet, le front ukrainien, c'est quelque chose qui est peut-être plus prégnant encore qu'en France quand on est en Allemagne.
On sait que les industriels sont énormément mobilisés et les Russes, j'ai cru comprendre, menaient aussi ce qu'on appelle une guerre hybride qui prenait des formes parfois opérationnelles pour cibler des infrastructures, etc. Voilà, et je crois que ça c'est aussi une réalité en Allemagne. C'est vrai, quand même, le gouvernement à Berlin a toujours du mal à s'exprimer clairement et de dire que c'est une économie de guerre dans laquelle il faut se retrouver ou qui est déjà une réalité. Il n'emploie pas le mot d'économie de guerre encore? Non, pour des raisons historiques, c'est aussi compréhensible. Mais après, non, même en Allemagne où, oui, on est beaucoup plus proche de l'Ukraine, de la menace russe, on a du mal. Malheureusement, cette année, encore une fois, avec 5 élections, avec l'AfD en forte croissance, on a parfois du mal à s'exprimer sur la réalité. Et c'est dommage. Ouais. Et est-ce que l'idée en Allemagne d'une Europe de la défense est quelque chose aussi qui est qui a le vent en poupe, ou est-ce que on est plus, ou est-ce qu'on est plus un peu comme les grands industriels où chacun veut défendre son précaré en France? Les tendances nationalistes sont bien sûr visibles dans tous les pays européens, y compris l'Allemagne, bien sûr, avec Rheinmetall, parfois critiqué en France pour des raisons, oui, qui sont vraies. Mais après, non. Je vois un petit progrès. Pour souligner ça, pour être un peu optimiste ici, avec ces accords qui ont été, ces négociations, ces discussions qui ont été faites ces derniers mois entre le Royaume-Uni, la France, la Pologne et l'Allemagne. C'est au moins un progrès qu'on voit que les Européens essayent, les grands, les 4, y compris les 5 avec l'Italie, de discuter ensemble et trouver peut-être des solutions. Bon, on va terminer ces Experts sans frontières comme chaque semaine avec la carte blanche de chacun, un article de vos pays respectifs que vous avez choisi. Simplement, je vois, ça y est, Sébastien Lecornu est en train de s'exprimer. Il explique que finalement, il acte le fait qu'il n'y ait pas de compromis sur le budget en France. Il va proposer un autre budget sur lequel il dit qu'il n'y aura aucune augmentation sur la fiscalité des ménages, mais il va augmenter sûrement la fiscalité de ce que j'ai compris sur les entreprises avec une surtaxe d'IS. J'imagine, de ce que je comprends là, Louisa, il met un peu la barre à gauche pour essayer de ne pas prendre une censure en cas de 49.3. Je suis désolé quand je vous dis ça, on revient sur de la popole interne française après les grands sujets de géopolitique, mais non, mais c'est important. On a vu que sans le budget, rien ne marche dans le pays. Et en ce moment, il faut vraiment avoir un budget. Je ne comprends pas l'attitude des partis politiques français. Vraiment, je ne le comprends pas. C'est absolument incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il comme vous dites, tourne cette barre un petit peu à gauche pour continuer à avoir l'appui et l'aide du Parti socialiste des secteurs de gauche. Juste une phrase en fait pour vous dire que cette cuisine interne, comme vous dites, résonne fortement dans les sujets qu'on a eu au niveau géopolitique, parce qu'il s'agit de part et d'autre de partage de la valeur en fait, et d'un partage de la valeur un petit peu plus équitable effectivement, demandé par la société française, parce qu'encore une fois on a déjà parlé ici, on a 1/6 de la société française qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est peut-être quand même pas normal en fait. Donc on a des débats de fond encore à mener au-delà du budget. Vous avez raison de le rappeler. Allez, vos cartes blanches respectives. Je vais commencer avec vous, Hélène Kuntz. Oui. Vous avez choisi cette semaine pour terminer un article sur Substack qui est sur Trump et le pétrole, je crois. Tout à fait. Alors, c'est une journaliste qui a mis le doigt sur le fait que, à combien même Donald Trump est très fier de ses escapades en Venezuela, comme quoi il va saisir le pétrole. Le pétrole, c'est tout de même une technologie d'hier, d'autrefois. C'est très old school et il y avait tellement d'avancées avec des énergies vertes et des nouvelles façons de faire qui représentent plutôt le 21e siècle que c'est dommage. Donald Trump exprime beaucoup son attachement aux années 1950. On est peut-être là dans les années 1850. Voilà. Très intéressant. Trump est la vieille école du pétrole, on va appeler ça comme ça. Louisa Corradini, vous choisissez 2 articles de La Nation que vous représentez ici qui parlent de 2 femmes vénézuéliennes face à Trump. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est assez incompréhensible que Trump ait laissé la vice-présidente de Maduro diriger le pays et qu'elle ait accepté. Moi, ça me paraît absolument incroyable.
mais je peux le comprendre à partir d'une ambition de pouvoir et surtout une sorte de je ne veux pas de sécurité personnelle, je ne veux pas finir dans les prisons de New York. Plus incompréhensible encore, c'est le geste de la prix Nobel de la paix Corina Machado, qui a décidé d'offrir son prix Nobel à Trump. C'est absolument invraisemblable, tout en sachant qu'elle ne peut pas renoncer à son prix Nobel. Mais c'est vrai que juste pour revenir dans les grâces du président américain, elle a décidé de faire ce geste que je trouve terriblement négatif pour son futur politique. 2 articles à retrouver dans La Nation. Violeta Moscalou, vous avez choisi un article sur la désinformation russe en France. Oui, en effet, qui montre comment les Russes utilisent les réseaux sociaux pour des faux sites de Figaro, des Échos et d'autres, en fait, pour nous faire passer des informations qui sont de la propagande et des mensonges et du fake en état pur, en fait. Donc, ça, c'est Ukreineform, c'est l'agence d'information en Ukraine, mais ça nous concerne, nous, en première ligne, et notamment avec cette idée, quand même, sous-jacente, que les plateformes, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des infrastructures politiques qui sont des vecteurs de conflictualité, que le fact-checking de ces plateformes ne peut plus être volontariste et qu'il nous faut une régulation. Et on termine avec vous, Niklas, un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung sur le succès d'Aldi aux États-Unis. On va terminer par une note positive. Oui, c'est pas que pour faire un peu de cocorico, mais oui aussi, parce que nos voitures se vendent beaucoup moins, mais Aldi, Lidl, par exemple, sont en forte croissance aux États-Unis. Et c'est aussi un peu d'espoir que ce monde qui est un peu fou fonctionne toujours sur le niveau économique. Il y a des échanges, des idées, des produits. J'espère que ça reste quand même. Allez, on termine par cette note positive dans ce monde de brut. Merci à tous mes experts sans frontières. Louisa Corradini, correspondante de La Nation en France. Hélène Kuntz, américaine, professeure à l'INSEC Paris. Violeta Moscalou, qui est présidente de Global Ukraine. Niklas Zaboji, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et puis, merci beaucoup à Damien Degeorges d'être resté avec nous toute l'heure depuis Reykjavik en Islande. Les experts sans frontières, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et tout de suite, les infos de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières sur BFM Business.